Malek Ben Nabi et l'Inde. L'intérêt de Ben Nabi pour l'Inde est né avec la lecture d'un article sur le penseur indien Rabindranath Tagore, paru en 1922 dans une revue française intitulée Conférencière. Il était alors âgé de 17 ans. L'Algérie était colonisée par la France, comme l'Inde l'était par la Grande-Bretagne. L'impression laissée en lui par la lecture de cet article était si forte qu'il en a gardé un vif souvenir, puisqu'il en fait état dans ses mémoires d'un témoin du siècle, L'Enfant, publié à Alger en 1965. Voilà ce qu'il en dit, j'ouvre les guillemets. Tagore me libérait de la servitude qui pesait alors lourdement sur l'esprit des intellectuels arabes vis-à-vis du génie de l'Europe et de sa culture. Le génie ne naît pas seulement sur les bords de la Seine ou de la Tamise, il peut naître aussi sur les bords du Gange. Fin de citation. En 1934, Ben Nabi est à Paris où il poursuit ses études supérieures. Il apprend un jour que le Mahatma Gandhi allait venir en France pour donner une conférence. L'Association des étudiants musulmans nord-africains, dont il fait partie, contribue à l'organisation de l'événement. Pour lui, c'était un événement majeur, car il nourrissait depuis longtemps un sentiment de sympathie pour cet homme, Gandhi, qui a régénéré la pensée des Védas en Afrique du Sud. Dans son livre Les conditions de la Renaissance, paru à Alger en 1949, Ben Nabi écrit au sujet de la victoire de Gandhi sur le colonialisme britannique par des moyens pacifiques. Il écrit, je cite, en ouvre les guillemets, « Gandhi a réussi à ouvrir une conscience à une autre. Il a réussi à sauver tous les intérêts en rehaussant en même temps le drame humain où l'hindou et l'anglais, ayant pris leur rôle en ennemis, les finissent en amis. Vue singulièrement coranique chez ce prophète de Brahma. » Fin de citation de Ben Nabi. Plus tard, il consacrera plusieurs écrits à l'Inde et à ses figures intellectuelles et politiques. On peut citer parmi ses écrits les articles suivants. Hommage à l'apôtre de la non-violence, paru dans la revue Le Jeune Musulman du 30 janvier 1953. Deuxième article. Universalité de la non-violence, paru dans l'hebdomadaire La République algérienne du 18 décembre 1953. Troisième article. Romain Rolland et le message de l'Inde, 1 et 2. Ces articles ont été publiés par Le Jeune Musulman du 26 juin 1953 et du 22 janvier 1954. Dans Universalité de la violence, Ben Nabi résume le personnage du Mahatma dans ces lignes. Je cite. « Il n'était pas un politique se pliant inconditionnellement aux servitudes de l'action, mais un prêtre qui plie l'action aux exigences du sacré. » Fin de citation. Il voyait en lui, Gandhi, sinon un prophète, du moins un inspiré, animé par l'aspiration à l'unification du genre humain et à la mise en place d'une fédération universelle qui présiderait aux destinées humaines. Le rapport de Ben Nabi à l'Inde ne se réduit pas à l'admiration qu'il nourrissait pour les grandes figures spirituelles de cette nation-civilisation, Tagore, Vivekananda, Ramakrishna, etc., ou ses guides moraux et politiques comme Gandhi et plus tard Nehru. Il voulait s'inspirer de la capacité qu'il montrait dans la transformation d'une pensée religieuse en déclin, l'hindouisme, en une pensée politique d'avenir qui allait libérer l'Inde avant de devenir un fondement du non-alignement. Il écrit, j'ouvre les guillemets, « Au pays de la métempsychose, les choses ne meurent pas, elles deviennent, » écrit-il, lui qui souhaitait tant voir cette opération culturelle se produire dans l'ère islamique. C'est ainsi que l'hindouisme, réadapté par Gandhi aux préoccupations modernes de l'Inde, a fait son entrée dans la pensée de Malek Ben Nabi, qui en fera un des piliers de son livre L'Afro-Asiatisme, paru au Caire en 1956 et préfacé par le défunt président Anwar Sadat. Ce faisant,
Il marchait dans les pas d'un grand savant, Ben Nabi. Ce faisant, Ben Nabi donc marchait dans les pas d'un grand savant et explorateur musulman, ayant vécu en Inde près de 1000 ans avant lui, El-Biruni, qui a accompagné au début du XIe siècle l'expédition qui a ouvert le Pendjab et le Cachemire à l'islam. Biruni s'y établit, apprit le sanskrit et traduisit les Upanishads en arabe. Il a été le premier savant à repérer les points de jonction entre la plus ancienne religion du monde, l'hindouisme, et la plus récente, l'islam. Biruni est aussi l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Livre sur l'Inde », en arabe bien sûr, et d'une chronologie des anciens peuples, où il développe une philosophie calquée sur les cycles hindous nommés Yuga. Ben Nabi nous apprend, dans le 3e volume de ses mémoires, l'écrivain, qu'en juillet 1954, à l'occasion de son premier voyage en Égypte, il s'est rendu à l'ambassade de l'Inde au Caire pour exposer à l'ambassadeur le projet d'un livre portant sur l'afroasiatisme. Et Ben Nabi écrit « Il fut d'accord pour que son gouvernement prenne sous son égide la publication du livre une fois qu'il sera rédigé. » Ben Nabi en commence effectivement la rédaction le 11 octobre 1955. Dans la version française du livre « La lutte idéologique dans les pays colonisés », qui date de 1960, Ben Nabi confirme cette révélation. Et il dit, j'ouvre les guillemets, « L'idée de ce travail, l'afroasiatisme, la rédaction de l'afroasiatisme, était née dans mon esprit avant la conférence de Bandung. J'en avais entretenu 1 an auparavant le représentant diplomatique d'une grande nation asiatique, c'est-à-dire l'Inde, exactement en juillet 1954. Cet entretien avait pour sujet l'étude que je me proposais de faire sur les conditions générales d'un front neutraliste indépendant des 2 blocs, les 2 blocs étant l'URSS et les États-Unis d'Amérique. Cette vue de l'esprit d'une association des valeurs de l'islam asiatique et des moyens des principales puissances de l'Asie, Inde et Chine, Ben Nabi y a cru et a voulu, en rédigeant l'afroasiatisme, la voir devenir une réalité. Il y voyait la chance d'ériger, non pas un 3e bloc, mais le premier palier de l'édifice menant à ce qu'il appelle la civilisation humaine. La conférence de Bandung, qui s'est ouverte en avril 1955, a rassemblé 29 pays et toutes les figures emblématiques du tiers-monde, Nehru, Nasser, Zhou Enlai, Premier ministre de la Chine, Sukarno, président de l'Indonésie à l'époque. L'Algérie en guerre était représentée par Aïd Ahmed et Mohamed Yazid, qui avaient obtenu pour la première fois l'inscription de la question algérienne dans une enceinte internationale.